Eh bien bonjour et bienvenue pour cette nouvelle aventure, la deuxième en Équateur. Donc après Quito, vous l'aurez peut-être remarqué à cause des coups de soleil, mais j'ai décidé de venir sur la côte. Dans cette vidéo, je vais donc essayer de vous présenter au mieux les spécificités des endroits où je suis allé, ou alors des endroits dont j'ai entendu parler. Il en manquera forcément, donc n'hésitez pas à me partager si vous avez d'autres idées. Et ce que je propose de faire, c'est de commencer du nord pour aller jusqu'au sud de la côte de l'Équateur, et de vous présenter du coup tous ces endroits. Ça devrait au final vous donner un bon aperçu de ce qu'il y a à faire au bord de la plage en Équateur. Du coup, c'est parti pour l'étape numéro 1. On va donc commencer notre voyage tout au nord de la côte équatorienne par la ville de San Lorenzo. Elle se trouve très proche de la frontière colombienne et compte la plus grande communauté afro-équatorienne du pays. Ces influences font de cette ville un endroit assez unique en Équateur, à la fois animé et détendu. Mis à part cette atmosphère, les intérêts principaux de San Lorenzo sont les activités balnéaires, le surf, le kitesurf ou le farniente. La ville se trouve également au centre de la réserve écologique Manglares Cayapas Matare, connue pour ses mangroves et pour habiter de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs. Enfin, si vous décidez plutôt d'aller vous enfoncer dans la jungle environnante, il est aussi possible d'aller visiter des communautés afro-équatoriennes qui sont apparemment encore très protégées du tourisme de masse. Par contre, le grand inconvénient de San Lorenzo, c'est son accès. Il se fait principalement par bateau depuis d'autres villes côtières comme Limones ou Tola par exemple. Toujours en bateau, il est aussi possible de rejoindre la Colombie depuis San Lorenzo, mais étant donné que c'est une zone contrôlée par la guérilla, je déconseille fortement cette option. Personnellement, je n'ai pas pris le temps de me rendre jusqu'à San Lorenzo, mais je compte bien me rattraper lors de ma prochaine visite. Par contre, quand même à savoir, qui dit zone difficile d'accès dit forcément zone un peu plus rustique, et c'est donc un endroit que je déconseillerais pour les gens qui tiennent à leur confort durant le voyage. Descendons maintenant un peu plus au sud, dans la région de la ville d'Esmeraldas, que je n'ai pas pris le temps de visiter non plus malheureusement. Alors je vais pas forcément m'arrêter sur la ville d'Esmeraldas elle-même, parce qu'apparemment c'est pas un endroit qui a beaucoup d'attrait, et c'est pas non plus un endroit où ça vaut forcément la peine de s'arrêter. Par contre, il y a plusieurs autres villes balnéaires très connues qui se trouvent dans cette région. Je vous en donne quelques-unes comme ça. Atacamas, très apprécié par les Équatoriens, qui est apparemment l'un des meilleurs endroits pour faire la fête. Ou encore Suwa ou Samé, plus adapté pour les familles ou les voyageurs à la recherche de calme. Mais la vraie star de la région, c'est la ville de Mampiche. Elle est surtout connue pour avoir l'une des plus belles plages du pays, qui est aussi l'une des mieux entretenues. À cause ou grâce à cela, ce qui n'était à l'origine qu'un petit village de pêcheurs a très vite été repéré par les promoteurs immobiliers. Et du coup, même si apparemment l'ambiance d'antan règne toujours au centre-ville, de grands complexes hôteliers commencent à pousser le long de la plage. Comme un peu tout le long de la côte équatorienne, les voyageurs se rendent principalement dans la région d'Esmeraldas pour profiter des activités balnéaires, surfer et goûter les spécialités locales. D'ailleurs, je vais faire une petite pause dans notre voyage pour vous parler de la nourriture que vous allez pouvoir déguster sur les côtes équatoriennes. Alors sans surprise, elles seront surtout à base de poissons ou de fruits de mer, mais d'après ce que j'ai pu goûter, j'ai quand même deux mentions spéciales à remettre. La première va pour le célèbre ceviche, et en Équateur, il y en a trois qui sont particulièrement appréciés. Celui à base de coquillages dans le nord du pays, celui de poisson au centre et celui de crevettes dans le sud. Pour ceux qui ne le savent pas, pour faire un ceviche, on mélange ces produits crus avec du jus de citron pour que la cuisson se fasse très légèrement, et on les mélange avec des petits légumes et des oignons. En Équateur, ce plat est traditionnellement dégusté pour l'apéro avec des pop-corn et une bière. Et l'autre mention que je voulais décerner, attention à ne pas confondre, c'est pour le corviche. En fait, c'est une boulette frite avec une farce de poisson à l'intérieur et avec une bonne sauce au piment, c'est une vraie tuerie. Bref, je m'égare, revenons-en à notre voyage et continuons notre descente vers le sud de l'Équateur. Donc moi j'ai décidé de venir passer mes vacances dans le petit village de Canoa. C'est à peu près au centre de la côte de l'Équateur, à 6 heures de route de Quito. Et puis en fait pour moi c'était un bon compromis entre un village qui bouge quand même un peu, où il y a quand même du tourisme, et puis sans non plus que ce soit un village où on fait que la fête et où il y a tous les inconvénients qui vont avec. Donc je vais passer une semaine ici à surfer et puis juste à profiter de la vie.
Alors, comme je le disais, l'attrait principal de Canoa pour moi, c'est le surf. C'est des conditions généralement idéales pour des niveaux moyens ou débutants car les vagues ne sont pas trop grandes. Après, si vous ne voulez pas faire de surf, vous pouvez toujours y aller juste pour admirer de magnifiques couchers de soleil. Au cours de mon périple le long des côtes de l'Équateur, j'ai aussi décidé de m'arrêter dans la petite ville de Montanita. Donc Montanita, c'est un peu un endroit comme Canoa qui est connu pour le surf par exemple, mais il y a une spécialité que beaucoup de touristes viennent chercher ici, c'est la fête. Les locaux ont vraiment décidé de faire de la fête une activité touristique principale, et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens viennent ici, que ce soit des Équatoriens ou des étrangers. Par exemple, hier soir dans l'hostel où j'ai décidé de rester, il y avait une soirée, et je peux vous dire que jusqu'à 7 h du matin, j'avais l'impression que mon lit était au plein milieu d'une boîte de nuit. Il y a un truc que je dois préciser aussi quand même, sans vouloir faire la morale, c'est que forcément, comme tous les endroits où on peut faire la fête, à Montanita, il y a un côté un peu plus sombre. En plus de l'alcool, il y a beaucoup de drogues qui passent par ici, et j'ai déjà entendu plusieurs histoires d'abus ou de choses un peu bizarres qui se passent pendant les soirées. Donc voilà, je dirais que la fête à Montanita, c'est bien, mais avec précaution et modération, c'est mieux. Vraiment, tout est fait à Montanita pour le plaisir des touristes. Et les lieux pour faire la fête au bord de la plage ne manquent pas. Donc voilà, je pense que si vous voulez venir à Montanita, c'est vraiment pour cette raison-là, et que si c'est plus pour le surf ou pour la tranquillité, il y a plein d'autres petits endroits, pas très loin d'ici même, qui sont beaucoup mieux pour ça. Par exemple, le petit village d'Olon, juste à côté de Montanita, mais beaucoup plus calme. Ou alors Ayampe, tout aussi tranquille, mais encore plus loin de Montanita, connu pour son authenticité. Et finalement, à 1 heure de taxi de Montanita, il y a la ville de Puerto Lopez, où je me suis rendu pour aller sur une île bien particulière. Cette île s'appelle l'Isla de la Plata, mais on l'appelle aussi le Galapagos pour les pauvres. Parce qu'en fait, c'est une île sur laquelle on retrouve pas mal d'animaux qui sont endémiques de l'Équateur, comme au Galapagos. Et puis c'est aussi une île où les animaux n'ont jamais eu l'habitude d'avoir les hommes comme prédateurs, donc ils sont pas du tout craintifs et on peut les approcher d'assez près. La star de l'Isla de la Plata, c'est le fou aux pattes bleues qu'on trouve aussi sur l'île des Galapagos. Alors pour aller sur l'Isla de la Plata, on est obligé de prendre un guide et la traversée dure environ 1 heure. Ça coûte un peu moins de 50 $ sur une journée, mais ça vaut vraiment la peine parce qu'en plus de la visite de l'île, vous aurez peut-être la chance aussi de voir des baleines ou des dauphins pendant la traversée et de faire du snorkeling qui est inclus dans le prix. Enfin bref, je vous laisse voir ce que ça donne, mais vraiment pour les gens qui n'ont pas les moyens de se payer les Galapagos, c'est une très très bonne alternative. Après 2 bonnes heures de marche à parcourir l'île et après le snorkeling, il est temps pour moi de rentrer à Puerto Lopez. Sur le chemin du retour, une surprise m'attend et je peux vous dire qu'elle restera longtemps gravée dans ma mémoire.
Après Montanita, je vous propose de changer complètement d'ambiance et de mettre le cap sur Guayaquil, la deuxième plus grande ville du pays. Guayaquil, c'est un peu le centre économique de l'Équateur, mais paradoxalement, c'est aussi une ville qui est malheureusement connue pour son insécurité. Par exemple, quand moi j'y suis allé en octobre 2021, le gouvernement avait envoyé l'armée pour calmer des règlements de compte entre gangs qui avaient déjà fait de nombreux morts. Après, il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa, il y a beaucoup de quartiers à Guayaquil qui sont parfaitement sécurisés pour les touristes et vous pourrez vous y déplacer en toute sécurité. Comme par exemple El Malecón, qui est le front de mer de la ville et qui propose beaucoup d'activités citadines à faire, entre parcs, restaurants, cinémas, musées et attractions touristiques. Il y a aussi les quartiers de Las Peñas et Cerro Santa Ana qui sont connus pour leurs maisons peintes aux couleurs très vives. Après, dans le cas de mon voyage, Guayaquil sera surtout été une ville-étape parce que c'est quasiment un passage obligé lorsque l'on veut passer à l'est ou au sud du pays. Après Guayaquil, c'est aussi la deuxième meilleure ville du pays pour organiser des excursions dans le reste de l'Équateur, et notamment pour aller sur les célèbres îles des Galapagos. Et d'ailleurs, je pense qu'il est temps que je vous emmène sur cet archipel de légende. Alors, le nom Galapagos vous dit sûrement quelque chose. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est une archipel composée de 13 îles majeures, dont 5 qui sont habitées, et d'une multitude de petits îlots. La majorité de la population vit sur l'île de Santa Cruz, au centre de l'archipel. Les autres îles habitées sont accessibles par bateau depuis là, mais pour visiter le reste de l'archipel, il faut passer par des tours organisés. Pour se rendre sur l'île de Santa Cruz, il faut donc prendre un avion depuis Quito ou Guayaquil, et il est généralement conseillé de passer par un tour opérateur dans l'une de ces deux villes pour organiser tout le voyage. Et c'est là qu'on va faire face au plus grand problème que rencontrent la plupart des voyageurs qui veulent se rendre aux Galapagos, c'est le prix. Voilà ce que j'ai pu trouver concernant le budget qu'il faudrait pour se rendre sur l'archipel en 2021. Un vol aller-retour coûterait entre 400 et 500 $, et il y a ensuite une taxe d'entrée sur l'archipel qu'il faut payer d'environ 120 $. Une fois sur place, vous voudrez sûrement aller explorer les îles et il faudra donc payer les activités. Une journée d'excursion avec guide et tout le reste inclus coûte environ 300 $. Sachant que la plupart des tours opérateurs vous proposeront des forfaits de 4 à 5 jours d'activité, avion compris, pour des prix allant de 1200 $ pour le moins cher jusqu'à des milliers de dollars si vous avez un budget illimité. Tout dépendra du confort que vous voulez avoir. En imaginant rester une semaine aux Galapagos et en additionnant les frais de nourriture, les frais de déplacement entre les îles et les frais de logement qui sont pour les moins chers d'environ 30 $ par nuit, on peut bien rajouter à notre budget 3 à 400 $. Donc avec tout ça et pour mon budget où je comptais rester une semaine et faire 3-4 activités, j'arrive à un montant total de 1500 $. Et ça c'est vraiment en partant pour pas trop cher du coup. Enfin je sais qu'il y a des gens qui doivent dépenser moins parce qu'ils font moins d'activités touristiques, mais dans mon cas je me suis dit que si j'y allais, il fallait autant en profiter au maximum. Malheureusement 1500 $ c'était trop pour mon budget et j'ai donc décidé de ne pas aller aux Galapagos cette fois-ci, mais je compte bien me rattraper un jour. Ah et petit conseil pour les gens qui veulent vraiment aller aux Galapagos mais qui n'ont pas le budget comme moi, je sais qu'il y a une autre possibilité, c'est d'aller faire du volontariat sur les îles, c'est-à-dire de travailler gratuitement pour un organisme sur place. Pour ça, vous pourrez passer par des plateformes comme Workaway par exemple, et en échange de ce travail, ça veut dire que vous aurez la nourriture et le logement gratuit en principe, et suivant comment, vous pourrez même avoir quelques activités gratuite. Ça peut être une très bonne alternative. Bon, je vous embête pas plus longtemps avec les questions d'argent, mais du coup, qu'est-ce qui fait que les gens sont prêts à dépenser autant d'argent pour se rendre sur cet archipel? Eh bien, en fait, c'est parce que les Galapagos, c'est un endroit où la nature et la biodiversité sont parmi les plus protégés au monde. En fait, l'être humain n'a jamais vraiment été présent en tant que prédateur sur ces îles, et il n'a donc jamais vraiment pu corrompre l'écosystème qui est en place. Ce qui fait que, par exemple, les animaux que vous allez croiser ne vous traiteront pas différemment d'une autre espèce qui vit là-bas, et ils auront absolument pas peur de vous. Pour vous donner un petit aperçu de quelles espèces vous pourriez croiser, au niveau des mammifères, on a surtout des otaries, des orques et des dauphins. Pour les oiseaux, on a des flamants roses, des rapaces, le fameux fou à pattes bleues qu'on avait déjà vu sur l'Isla de la Plata, des frégates, des cormorans et bien d'autres. Pour les reptiles, vous pourrez voir des tortues, des iguanes et différents types de lézards. Et enfin, pour les poissons, des requins marteaux,
des remontas et une quantité astronomique d'autres espèces. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on compte pas moins de 13 espèces qui sont endémiques des Galapagos, c'est-à-dire qui ne vivent que là-bas. C'est tout simplement énorme par rapport à la superficie du territoire. Et c'est tout simplement dû au fait que les espèces qui se sont retrouvées bloquées sur ces îles il y a des milliers d'années ont subi une évolution bien différente des espèces qui se trouvent sur le continent. Et du coup, pour protéger toute cette biodiversité, le gouvernement équatorien a mis en place des règles très strictes pour protéger la nature. Si vous vous rendez aux Galapagos, vous devrez donc être très attentif à ne rien dénaturer sur place. Bon, moi je rêve d'aller aux Galapagos un jour, mais ce sera pour une prochaine fois. En attendant, revenons sur le continent et terminons notre voyage le long des côtes de l'Équateur. Au sud de Guayaquil, la côte continue jusqu'au Pérou, mais ne compte plus vraiment de lieux connus pour le tourisme. Si ça vous intéresse, vous pourrez quand même aller passer quelques jours dans la ville de Machala, pas très loin de la frontière. À Machala, allez faire un tour dans la forêt de Puyango, qui est l'une des plus vastes forêts d'arbres pétrifiés en Amérique du Sud. Les voyageurs qui s'arrêtent à Machala prévoient généralement de passer ensuite la frontière et de rentrer au Pérou, mais ça, ce sera pour une prochaine histoire. Voilà, donc j'espère que cette présentation de ce qu'il y a à faire sur les côtes équatoriennes vous aura plu. Alors bien sûr, il y a plein d'autres endroits où c'est possible d'aller. Là, c'était principalement les plus connus. Mais si vous connaissez des lieux qui pour vous valent vraiment la peine d'être découverts, je suis toujours très intéressé à les connaître. Pour continuer à suivre mes aventures en Équateur, vous pouvez déjà aller voir la première vidéo de la série que j'ai sortie sur Quito. Et dans les prochaines, on va changer complètement d'environnement, prendre un peu d'altitude et aller voir les montagnes. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure. Ciao!